Salva Kiir et Omar El-Béchir ont pourparlers depuis ce mardi à Khartoum. Au cœur des discussions, le conflit qui ravage le Soudan du Sud et la question des frontières entre les deux pays. De nouveaux affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles ce mardi près de Beni. Cette ville de l'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre de récents massacres qui ont fait une quarantaine de morts. Dynamisme des entreprises africaines dans le secteur des hautes technologies. La start-up ougandaise Kola Studio a lancé avec succès une application dénommée Matatu. Vous êtes sur Sika, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal que nous ouvrons par le Soudan où le président sud-soudanais Salva Kiir est arrivé ce mardi à Khartoum pour des entretiens avec son homologue Omar El-Béchir. Les discussions ont porté sur le conflit qui ravage le Soudan du Sud et la question des frontières entre les deux pays. Reportage. Les présidents Salva Kiir et Omar El-Béchir discutent des problèmes de frontières, de la sécurité et du transit du pétrole. Djouba a hérité de la majorité des réserves pétrolières connues du Soudan d'avant la partition, mais reste tributaire des oléoducs du Nord pour exporter. La dernière rencontre entre les deux chefs d'État à Khartoum remonte au mois d'avril. Plus jeune pays de la planète, le Soudan du Sud a acquis son indépendance du Soudan en 2011 après des décennies de guerre contre le régime de Khartoum. Depuis décembre dernier, il est en proie à un conflit civil lorsque des combats ont éclaté au sein de l'armée sud-soudanaise, minée par des dissensions politico-ethniques sur fond de rivalité entre les troupes fidèles au président Salva Kiir et celles de son ancien vice-président et rival Riek Machar. Dans cette guerre, des milliers de personnes ont été tuées et plus de 1,8 million chassées de chez elles. Et le tiers de la population, soit près de 4 millions de personnes, a besoin d'aide. Lors d'une rencontre en Tanzanie le 20 octobre dernier, Riek Machar et Salva Kiir ont reconnu une responsabilité partagée dans la guerre. Il s'agissait de leur première rencontre depuis la signature d'un cessez-le-feu en août qui, comme les précédents, n'a jamais été respecté. Le Nigeria, à présent, des membres présumés du groupe islamiste armé Boko Haram ont attaqué ce mardi la ville de Nafada, au nord-est du pays. Le bilan provisoire de l'attaque fait état d'importants dégâts matériels, dont un commissariat de police entièrement détruit. Reportage. Tout a commencé par une fusillade au niveau d'un barrage militaire à la périphérie de la ville Nafada, au nord-est du Nigeria. À leur arrivée, les hommes armés auraient maîtrisé les éléments de la police qui gardaient le point de contrôle sur la principale route d'accès à la ville avant de donner l'assaut. Certains à moto, d'autres à bord de camions, les assaillants, à l'aide de lance-roquettes, auraient détruit le commissariat de police le plus proche avant de s'attaquer au siège local du parti au pouvoir, le PDP, le Parti démocratique populaire. Ils auraient ensuite cambriolé une banque avant de se retirer sans être inquiétés outre mesure. L'attaque n'a pas été revendiquée. La ville de Nafada est proche de l'état de Yobe, l'un des 3 états du nord-est du Nigeria, où se concentre l'insurrection islamiste qui a fait plus de 10 000 morts ces 5 dernières années et où Boko Haram a pris le contrôle de plusieurs villes et villages ces dernières semaines. La nouvelle attaque intervient quelques jours seulement après la publication d'une nouvelle vidéo de Boko Haram, vidéo dans laquelle Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste, a annoncé le mariage forcé des 219 lycéennes enlevées, mettant ainsi fin à tout espoir de voir les adolescentes libérées. Aussi a-t-il exclu toute négociation avec le gouvernement nigérian en vue d'un quelconque cessez-le-feu. Restons toujours au Nigeria où le choléra sévit actuellement dans le nord du pays. En moins d'1 mois, 4500 cas et 70 blessés ont été enregistrés dans la ville de Maïdougouri, capitale et ville principale de l'état de Borno, où le nombre de cas continue d'augmenter. Cette zone présentée comme le fief du groupe terroriste Boko Haram, difficilement accessible et où l'offre de soins médicaux reste limitée. Le point ici avec notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa.
Depuis la fin septembre, une épidémie de choléra touche l'État de Borno, au nord-est du Nigeria. Médecins sans frontières présents dans la zone répond à l'épidémie dans cette zone isolée, difficilement accessible et où l'offre de soins médicaux reste limitée. En près d'un mois, 4500 cas et 70 décès imputables au choléra ont été rapportés dans la ville de Maiduguri, capitale et ville principale de l'État de Borno, où le nombre de cas continue à augmenter. Pour rappel, en 2010, Médecins sans frontières avait déjà travaillé sur une flambée de choléra à Maiduguri. 8 personnels de Médecins sans frontières et du personnel du ministère de la Santé y travaillent conjointement sur la prise en charge médicale des cas sévères. À ce jour, 1912 malades y ont été soignés. Par ailleurs, 5 points de réhydratation orale préventive, structure rapide à installer où des solutions de réhydratation orale sont mises à la disposition de la population, ont été mises en place dans plusieurs quartiers de la ville. Action contre la faim, ACF envisage pour sa part d'intervenir sur le plan de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Au Nigeria, les épidémies de choléra sont fréquentes. Ainsi, en janvier 2014, une épidémie se déclarait dans l'état de Bauchi, également situé au nord-est du pays. Dans cette région, Médecins sans frontières est intervenu pour prendre en charge les malades dans un CTC, entendez par là un centre de traitement de choléra où des équipes ont soigné 8500 personnes sur les 15 500 qui avaient été contaminées au total. Borno fait partie des 3 États nigérians avec Yobe et Adamawa placés en état d'urgence en mai 2013 par le gouvernement, suite à la radicalisation du mouvement islamiste Boko Haram particulièrement actif dans le nord-est du pays. En mai 2013, suite à l'attaque de la ville de Baga, Médecins sans frontières était intervenu une fois dans l'état de Borno, mais avait dû stopper rapidement ses activités en raison de l'insécurité croissante dans la zone. Plus tard, une mission exploratoire a été menée dans le sud de l'état, à Chibok, au cours de laquelle 3760 personnes ont pu être soignées, dont plus de la moitié étaient des enfants âgés de moins de 5 ans et dont beaucoup souffraient de malnutrition. Cette intervention a duré 10 semaines, mais avait également dû être interrompue en octobre 2013, toujours du fait de l'insécurité. Depuis le mois de mai 2014, Médecins sans frontières travaille à nouveau à Maiduguri, avec pour mission l'appui aux dispensaires médicaux fixes et mobiles, dans 2 des 3 camps de déplacés ayant fui les attaques menées par Boko Haram dans les environs. Que compte la ville? À ce jour, on compte 58 000 déplacés dans les camps. Selon la National Emergency Management Agency, NIMA estime le total des déplacés à 350 000. Le Burkina Faso à présent, l'homme fort de la transition, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a rendu visite ce mardi aux blessés des récentes manifestations dans la capitale du pays. Le lieutenant-colonel Isaac Zida a également proposé qu'une journée de deuil national soit organisée en hommage aux victimes de la crise politique. Les enquêtes judiciaires ouvertes vont se clôturer le plus rapidement possible pour que les enterrements puissent avoir lieu, a-t-il déclaré. Selon les médecins des 2 principaux hôpitaux de Ouagadougou visités, plus d'une dizaine de personnes sont mortes et plus de 200 autres ont été soignées. Le lieutenant-colonel Isaac Zida a toutefois rassuré les blessés de la gratuité de leurs soins. Il a par ailleurs appelé à débaptiser l'un des 2 établissements sanitaires visités, l'hôpital Blaise Compaoré, pour le renommer en hommage à Ama Arba Diallo, ancien candidat à la présidentielle et opposant respecté du président Blaise Compaoré, décédé en septembre dernier. Parlant toujours de cette visite du lieutenant-colonel Isaac Zida dans les hôpitaux de Ouagadougou, lors de cette tournée, l'actuel homme fort de la transition a rencontré certains blessés qui se sont prononcés sur les circonstances de leurs blessures. Je vous propose ici de suivre l'un des blessés au micro de nos confrères de l'AFP. Si je me suis retrouvé aujourd'hui avec 3 balles et je vis toujours, c'est que je dois remercier le bon Dieu. Il a été à mes côtés, c'est que cette protestation aussi était à la volonté du Tout-Puissant aussi. On nous a tiré dessus. On était beaucoup. Quand on passait, on a manifesté avec la sécurité. Ils nous ont donné la voie de passer. À ce moment, il y avait un autre groupe qui était Charles de Gaulle pour nous rejoindre aussi. Et on rejoint avec la joie pour rejoindre l'autre groupe. À ce moment, il y a la concession de François Compaoré. Il y avait 2 de ses gardes qui étaient là. En passant, j'ai pris de l'eau maintenant avec un ami en buvant. Le temps de finir de boire l'eau, je me suis retrouvé à terre avec 3 balles.
Précisons toujours au Burkina Faso que l'homme fort du pays, le lieutenant-colonel Zida, va remettre le pouvoir aux civils selon le roi des Mossi, le plus influent chef traditionnel du pays auquel il a rendu visite ce mardi, désigné par l'armée comme chef du régime intérimaire. Après la chute du président Blaise Compaoré, le lieutenant-colonel Isaac Zida a encore réitéré, mais de manière beaucoup plus claire, sa promesse d'une transition dans un cadre constitutionnel dirigé par une personnalité consensuelle. Reportage. L'officier subit une forte pression internationale, notamment de la part de ses principaux alliés, Washington et surtout Paris, qui est enfin sorti de son silence pour exiger dans la nuit du lundi au mardi un transfert rapide du pouvoir aux civils. Le lieutenant-colonel Zida, entouré d'une demi-douzaine de militaires, a rendu visite ce mardi au Mogonaba, chef très respecté de la plus importante communauté burkinabé, qu'il a reçu avec à ses côtés l'archevêque Philippe Ouedraogo et l'imam Sana, le chef de la communauté musulmane. Les militaires disent qu'ils vont remettre le pouvoir aux civils. Notre souhait est qu'ils puissent le faire au bon moment pour éviter au pays les sanctions de la communauté internationale. Nous les exhortons à respecter la parole donnée et à travailler à préserver la paix au Burkina. C'est le souhait du peuple, que Dieu les accompagne et qu'il les protège dans leur mission. Accompagné de sa garde militaire, il s'est engouffré dans un gros 4x4 noir sans faire de commentaires après l'entretien. Le lieutenant-colonel Zida devrait rencontrer ce mardi le président du Conseil constitutionnel. Ce dernier ne s'est pas exprimé depuis le début de la crise, en dépit de l'annonce par l'armée vendredi de la suspension de la Constitution et de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'opposition, qui rencontrait de son côté les représentants de la médiation tripartite conduite par l'ONU, la CEDEAO et l'Union africaine, s'est contentée d'une déclaration prudente, évoquant un certain nombre de concertations en cours sur la mise en place d'un régime de transition. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, a déclaré qu'il faut voir quel modèle est adapté à la situation et au contexte. L'opposition a exigé ces derniers jours que la direction de la transition revienne à un civil, mais ne semble pas opposée à ce que des militaires participent au nouvel exécutif. C'est un délai habituel dans leur système de travail. Ce sont les institutions qui ont des règles. Bon, mais il est clair que c'est aussi une situation où le dialogue politique peut permettre de prendre en compte le caractère exceptionnel de certaines situations. Travaillons déjà pour respecter ce délai. Si on n'arrive pas, eh bien on leur dira qu'on ne peut pas et peut-être qu'ils comprendront. De son côté, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, réagissant pour la première fois aux événements, a signalé sa totale disposition à travailler avec les autorités de la transition. Précisons donc que 3 chefs d'État africains sont attendus ce jour à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il s'agit des chefs d'État du Ghana, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Et puis en République démocratique du Congo, l'armée congolaise et les rebelles musulmans ougandais s'affrontent depuis ce lundi près de Béni. Cette ville de l'est du pays est le théâtre de récents massacres ayant fait plus de 40 morts. La page magazine de cette édition à présent nous emmène dans le monde des nouvelles technologies. La start-up ougandaise Kola Studio a lancé avec succès sa dernière application dénommée Matatou. Il s'agit d'un jeu de cartes populaire qui compte déjà plus de 60 000 téléchargements. Une réussite qui témoigne du dynamisme des entreprises africaines dans le secteur des hautes technologies. Reportage. Jasper Onono est l'un des jeunes talents de l'Afrique de l'Est. Son succès, il le doit à Matatou, un jeu sur smartphone inspiré d'un jeu de cartes très populaire en Ouganda. C'est ici, dans ses locaux de Kampala, que ce businessman s'est attaqué au marché des jeux sur téléphone mobile. C'est actuellement le jeu le plus populaire en Ouganda. L'idée nous est venue quand nous étions sur le campus pour une conférence. Tout à coup, on s'est demandé pourquoi les gens n'auraient pas ce jeu sur leur téléphone. Pouvons-nous le créer ? Matatou est passé du réel au virtuel en 2011 grâce à un concours, le Google's Android Challenge pour l'Afrique subsaharienne, une distinction qui récompense les applications les plus innovantes. Pour Matatou, c'est le Graal, le géant Google lui ouvre ses portes. L'application se répand sur tous les mobiles dotés d'Android. En 3 ans, Matatou a été téléchargé plus de 60 000 fois. Je suis contente de l'avoir sur mon téléphone parce que je peux y jouer à tout moment. Même quand je suis seule, je n'ai pas besoin d'avoir des amis autour de moi. J'ai juste besoin de l'avoir sur mon téléphone et je peux jouer partout, n'importe quand. C'est vraiment sympa.
Avec l'arrivée de la fibre optique ou l'apparition du paiement par mobile, l'Afrique de l'Est connaît un véritable boom technologique. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune de la planète. Les investisseurs du monde entier lorgnent sur cette population urbaine et connectée au pouvoir d'achat croissant. Si nous pouvons avoir une plateforme où les gens remarquent que dans les 5 meilleures applications, il y en a une ou deux du Kenya ou d'Afrique, je pense que ça peut encourager les jeunes à apprécier l'offre du continent. Nous ne sommes pas juste des consommateurs, mais aussi des créateurs. Des créateurs observés à la loupe par les acteurs de la haute technologie, car l'innovation africaine pourrait être un avant-goût de nos contenus de demain. Voilà, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Le proverbe africain du jour dit ceci: c'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir. Apprenez donc à persévérer dans l'effort et dans le positif. Merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika TV.